Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos. Alors c'est pas un véritable épisode que je vous propose aujourd'hui, je voulais simplement partager avec vous quelques moments de la dernière réunion du club whisky auquel j'appartiens, qui s'est réunie il y a pas longtemps, et dont la thématique était les whiskies américains. Donc on n'était pas nombreux, mais on a dégusté quand même 5 whiskies différents. Le but c'était, lors d'une dégustation comparative à l'aveugle, de pouvoir reconnaître chaque type de whisky américain et bien sûr de pouvoir les classer individuellement selon nos préférences. Malheureusement, le membre qui devait amener la bouteille de bourbon n'était pas là, il n'avait pas pu se libérer. On a pu, lors de cette dégustation, goûter à un Tennessee whisky, un corn whisky, un wheat whisky, un whisky mystère, un intrus qui n'était pas un whisky américain et qu'on devait reconnaître, et enfin un rye whisky. Donc il manquait bien sûr le bourbon, qui est le type de whisky américain le plus connu, le whisky américain par excellence, mais c'était quand même une dégustation très intéressante, on en a tiré pas mal d'enseignements, je vous laisse découvrir quelques extraits et on se retrouve juste après. Et le gouvernement américain commence à vouloir mettre des taxes dessus, et les paysans refusent. Bien sûr, les mecs qui venaient recevoir les taxes, ils repartaient avec le goudron et les plumes aux États-Unis. Donc ils ont envoyé l'armée, et ce qui fait que les paysans ont commencé à se dégager vers le centre des terres. Et ils sont arrivés aux alentours du Kentucky. Voilà. Après la prohibition, la qualité de l'alcool avait tellement baissé que les gens n'en voulaient plus. Quand la prohibition a cessé, les gens voulaient de nouveau du bon, parce que le rail, personne n'en voulait plus. Il y avait encore un peu de stock de bourbon, mais pareil, c'était du bourbon dégueulasse. Mais il restait des stocks de bourbon. Donc progressivement, dans la mentalité, le bourbon est revenu un peu en avant-plan. Et c'est en 64 où on a commencé, il y a un sénateur qui avait certainement peut-être aussi des intérêts dans les distilleries, qui a commencé à dire attends, il faut qu'on remonte la pente. Et c'est là que c'est à partir de 64 qu'on a établi vraiment une charte pour le bourbon, en disant tiens, le bourbon c'est le whisky national. On pourrait faire du bourbon en France. Tu peux faire non, il faut que ça soit sur le sol américain. Okay. Mais tu peux faire du bourbon partout. D'ailleurs, tu trouves des bourbons de Californie, du nord des États-Unis, Texas, partout. Et donc, le Tennessee pourrait s'appeler bourbon. Et d'ailleurs, on a au départ justement demandé à Jack Daniels, qui est quand même le plus gros producteur de Tennessee whisky, c'est pas le seul, mais c'est le plus gros. On a demandé à Jack Daniels de mettre bourbon sur sa bouteille. Et le gars, c'est plus commercial qu'autre chose. Il voulait se distinguer, si tu veux, en disant non, moi c'est pas du bourbon, c'est pas entre guillemets du basique quoi. Il y a un truc en plus, c'est Tennessee whisky. Et il s'est battu pour ça et on voulait l'emmerder pour dire non, vous mettez bourbon, voilà, il a eu l'autorisation de ne pas mettre bourbon. Enfin, ils ont fait une dégustation et je pense qu'au bout du 5e verre, ils ont dit finalement non, c'est pas du bourbon, c'est un whisky. C'est un whisky, ok, on dit rien, c'est un whisky. Les mecs, ils étaient cuits et il a obtenu par. Non, c'était vrai, en plus. Je transforme un peu l'anecdote, mais il a obtenu l'accord de ne pas mettre bourbon sur sa bouteille. Il y a quand même une petite différence, c'est qu'après, il y a un autre distillateur qui s'est implanté, qui a rajouté un processus qui s'appelait Lincoln Quality Process, qui consiste, avant de mettre le bourbon en fût, de le filtrer sur du charbon d'érable. Est-ce que déjà, à l'odeur, on peut... Ah, ça va être dur. Déjà, le deuxième, il sent comme le premier. Il sent pareil. Le 4, il est particulier. Ah oui. Le 4 est vraiment très particulier au nez. Sucré au nez. Non mais au nez, franchement, je mettrais les 3, 1, 2, 3 dans le même groupe, et 4, 5 dans un groupe différent. Je suis d'accord. Enfin non, moi je vais 4 tout seul et 5 tout seul. Oui, non mais je veux dire, voilà. Oui, mais je suis d'accord, il y a une cohérence dans le nez 1, 2, sur 3. 1, 2, 3. Même si le 3 il se distingue plus quand même, je intéressant, trouve le 3. le 3 est plus intéressant que 1 et 2. On n'a pas l'habitude... Pour moi, les 1 et 2, c'est les plus... Ça gratte. Ça gratte. Non mais après, tu vas t'habituer. Tu sais, je vois bien le cow-boy, tu sais, au bar, Ah ouais, c'est il prend costaud. le verre, il fait comme ça, il repose le verre et il se tient, tu sais, à la barre et tout. Et après, genre, c'est bon, je veux un deuxième maintenant. Ok, donc quels enseignements tirer de
de cette réunion du Club Whisky et de cette dégustation comparative des whiskies américains. Comme vous le voyez pour l'occasion, j'ai ressorti le verre Peugeot avec son dispositif pour refroidir le whisky. Comme vous le voyez, j'ai aussi une bouteille à côté de moi, c'est le grand gagnant de cette dégustation, c'est le Rye Whisky. Le Jack Daniel's Straight Tennessee Whiskey a terminé quasi unanimement dernier de cette dégustation à l'aveugle. Il était très fort en alcool, l'alcool était mal fondu et à côté de ça, il avait un profil aromatique très typique d'un bourbon standard en fait, très sucré, axé sur la vanille, voilà, le caramel, pas grand chose de plus, une bonne longueur en bouche portée par l'alcool, mais sinon beaucoup trop d'alcool en bouche, trop fort, trop puissant. En revanche, une de mes révélations lors de cette dégustation, c'est le wheat whisky, le whisky de blé. Je pensais que ce serait hyper neutre, j'avais d'ailleurs lu ça sur plusieurs forums, et ben là j'ai été assez surpris, en fait je suis pas totalement d'accord avec cette analyse. Pas très complexe certes, mais agréable en bouche et surtout assez singulier. Si vous avez l'occasion de déguster un wheat whisky, là c'était le wheat whisky de Woodford Reserve, un peu le seul qu'on avait trouvé pour cette dégustation. Ça coûte quand même une 50aine d'euros la bouteille, donc sans prétention mais quand même assez cher, mais ça vaut le coup de goûter. L'intrus, l'invité mystère qui n'était pas un whisky américain, c'était le single grain de 13 ans d'âge de Teeling, qui a été vieilli 9 ans en fût de Bourbon et 4 ans en fût de Bordeaux Rouge. Dans la dégustation, un peu pour déstabiliser nos palais, sur la rondeur, sur le caramel, la vanille, mais on l'a quand même assez bien reconnu, à cause de ces 4 années passées en fût de Bordeaux Rouge, donc il lui apporte à la fois une touche, une composante aromatique bien différente, avec les tanins du vin qu'on ressent assez fortement, même si ça reste subtil, et ça lui apporte surtout une complexité. On l'a pas forcément classé en première en revanche, parce que la bouteille qui quasi unanimement a été classée première, c'est celle-ci. C'est donc le Rye Whisky, le whisky de seigle. Ça se confirme, j'en ai goûté quelques-uns maintenant, des whiskies de seigle, des Rye Whisky. C'est très bon. Pourquoi j'avais choisi cette bouteille qui est totalement inconnue sur le marché? Elle avait été recommandée par un des influenceurs whisky que je suis régulièrement, qui est Jason Whisky, un whisky Jason. Introuvable à part sur un site en ligne néerlandais. Aucune information, comme vous pouvez le voir. Texas Straight Rye Whisky, 50 degrés d'alcool, au moins 51% de seigle, certes, vu que c'est un Rye Whisky, mais pour le reste, on ne sait pas. Aucune indication sur le vieillissement, sur les fûts, sur l'âge de ce whisky, vraiment rien du tout, même aucune information sur la distillerie. C'est un whisky mystère. C'est un nez assez classique pour un rye, mais quand même bien fait. Un très bel équilibre entre le boisé, le floral, la sucrosité. Beaucoup moins sucré, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus riche qu'un bourbon. C'est à la fois herbacé, mentholé, un peu de sucrosité, du boisé, du caramel. C'est à la fois doux et complexe. Slàinte. Vraiment excellent. Il est encore meilleur que dans mon souvenir. La fraîcheur du verre Peugeot a encore fait exhaler plus d'arômes, encore plus de richesse aromatique. C'est extrêmement puissant en bouche. C'est épicé, c'est boisé, c'est floral. Fleurs de cerisier, épicéa, mentholé, un peu réglissé, du caramel. L'alcool est un peu présent, bien fondu, présent juste ce qu'il faut. Les 50 degrés passent très bien sur ce whisky. Et on est sur une excellente longueur en bouche. On a d'abord ce côté floral et boisé, très aromatique, caractéristique des rails, qui explose en bouche avec les épices en arrière-fond, une amertume qui reste sur la langue, et en même temps, plus on avance, une douceur qui vient s'établir petit à petit, avec un côté caramel, petite sucrosité, qui vient contrebalancer à merveille ce côté épicé, avec cette petite amertume, ce boisé et ce côté floral. Donc vraiment, je vous incite vraiment à découvrir les Rye Whisky, et notamment celui-ci, le TX, le Texas Straight Rye Whisky. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, c'était les quelques enseignements que j'ai pu tirer de cette dégustation qui était encore très sympathique. Je reviens bientôt pour d'autres réunions du Club Whisky et bien sûr pour d'autres vidéos, d'autres épisodes de Malte à propos. En attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.